Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui focus sur les rencontres pour la planète, événement majeur de la philanthropie environnementale en France, organisé, je le disais, par 1% for the Planet, qui a eu lieu les 5 et 6 octobre dernier. Une sorte, je l'ai appelé comme ça, de speed dating entre associations voulant récolter des fonds et entreprises voulant, elles, les parrainer. Recyclivre fait partie des entreprises mécènes. David Laurin, son fondateur, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Nature Évolution, elle, est une des associations qui ont pitché lors de l'événement pour récolter des fonds. Évrard Weidenbaum, son cofondateur, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Première question, David Laurin, pourquoi Recyclivre a-t-il fait le choix de s'associer à cet événement ? Alors nous, on est membre d'1% pour la planète donc depuis pas mal d'années. Donc on reverse donc 1% de notre chiffre d'affaires par an à des associations qui combattent l'illettrisme en faveur du développement durable. Et dans ce cadre-là, on s'est dit on va s'inscrire dans cet événement-là. Et en fait, nous, on a un tiers des dons qu'on va verser cette année, à peu près un peu plus de 100 millions d'euros, 100 000 euros, pardon, 100 millions, ça ferait beaucoup, 100 000 euros. On va en verser une partie qui va être choisie par nos clients. Donc, on a envoyé un questionnaire à nos clients qui, avec différentes associations donc, qui étaient présentes à cet événement-là. Et c'est nos clients qui ont choisi donc, de reverser 30 000 euros à Nature Évolution. Nature Évolution, lui aussi est déjà membre du club 1% pour la planète. En tant que bénéficiaire. En tant que bénéficiaire, ouais. Exactement. Vous, qu'attendiez-vous, même question, d'un événement comme celui-ci ? Alors, c'est relativement bien organisé. En fait, c'est prévu quelques mois à l'avance. Et le 1% pour la planète, l'association qui gère donc cet événement des rencontres, nous sollicite, nous en tant qu'association, mais donc elle a sollicité tout le panel des bénéficiaires pour proposer un projet. Alors, en tant qu'association, on peut avoir différents projets, peut-être même des dizaines de projets pour certaines, et on vient en proposer un. Il est validé ou pas, et donc il y a une sélection d'une quarantaine d'associations qui viennent pitcher. Donc c'est effectivement une sorte de speed dating. C'est vraiment, on a 8 minutes ou 10 minutes pour expliquer le projet, du contexte jusqu'au résultat, aux bénéficiaires, etc. Et puis face à nous, on a un panel de mécènes potentiels. Et à la fin, il y a une discussion entre eux. C'est comme une sorte de jury, quoi. Et ils viennent donner ou pas, ou un peu, ou beaucoup, aux uns et aux autres. Et alors, évidemment, heureusement, tout le monde en ressort avec un petit peu quelque chose, ce qui est plutôt bien. Et puis, dans certains cas, on s'en sort encore mieux, et ce qui a été notre cas cette année. Vous parliez de différents projets. Une association peut avoir en effet plusieurs projets. Ouais. Vous, dans votre cas, depuis 2010, vous œuvrez à protéger les mondes perdus. Ouais. Expliquez-nous ce que ça signifie et quel projet cela peut représenter. Alors, déjà, il faut avoir en tête que la biodiversité, c'est quand même une des crises majeures de notre planète actuellement, qu'il y a un besoin extrême de fonds qu'on n'a pas, qui n'existe pas aujourd'hui pour la protection de la biodiversité. Il y a eu beau y avoir une grosse convention à Marseille avec l'UICN, avec Emmanuel Macron, avec tout ça, c'est énormément de mots, mais malheureusement en termes d'action concrète sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose. Et nous, on a donc créé Nature Évolution pour essayer de protéger les dernières zones vierges de la planète, les endroits qui n'ont pas encore trop subi les assauts du monde moderne et de l'homme, on va dire. Et donc, on essaie de les protéger avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire avant que, justement, il y ait des impacts irréparables. Parce que, malheureusement, quand on détruit une forêt primaire, on ne peut pas la restaurer. Ça ne se restaure pas comme ça. Donc, nous, notre travail, c'est de cibler d'abord des zones en péril, des zones extrêmement riches en biodiversité, qui sont également souvent les endroits les plus difficiles d'accès. Donc c'est aussi une raison pour laquelle il y a peu d'associations ou peu d'acteurs sur ce genre de territoire. Et nous, on a cette expertise-là d'aller accéder à ces zones-là, d'y développer ensuite un panel de projets qui vont permettre, si tout se passe bien, la protection légale, mais aussi la protection pérenne, c'est-à-dire celle qui inclut les communautés locales, celle qui fait que ce sont les communautés locales qui ont envie de protéger ce territoire. Donc c'est tout le travail qu'on essaie de mettre en œuvre. Ça passe par de l'aide sociale, de l'aide économique, ou des actions de conservation pure et dure, un peu plus classiques, telles que du reboisement, de la sensibilisation environnementale ou des recherches scientifiques. Voilà, c'est vraiment le panel complet pour essayer de protéger un écosystème. Et comme les recherches sont peu nombreuses sur ces sujets-là, c'est ce que vous nous dites, vous avez besoin de beaucoup de dons.
Ouais, bah oui, parce que alors, je vais dire un chiffre simple, hein, mais sur un territoire comme le massif du Macaï, par exemple, qui est un des lieux sur lesquels on travaille, qui est au sud-ouest de Madagascar, on parle d'un territoire qui fait 10 000 km², donc c'est un peu plus grand que la Corse. Hein. Donc c'est quand même c'est des gros morceaux de terre qui sont extrêmement impactés par le réchauffement climatique, par la déforestation, par tout ça. Et on considère, pour maintenant connaître bien les lieux, ça fait 12 ans qu'on travaille sur place, qu'il nous faudrait en gros 1 million d'euros par an pour assurer et la protection et le bien-être, le mieux vivre en tous les cas des communautés locales. Voilà, à peu près les fonds qui seraient nécessaires pour un territoire. Mais en réalité, si on prend ça relativement à la surface, parce que 1 million d'hectares, hein, c'est l'équivalent du parc de Yellowstone, c'est l'équivalent du Liban. C'est rien, 1 million d'euros par an. C'est absolument rien. Pour protéger et en plus assurer le développement des communautés locales, c'est rien. Et bien, même ça, on a énormément de mal à le trouver. David Laurin, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet de Nature Évolution ? Alors encore une fois, c'est nos clients qui ont choisi, donc je pense que ce qui leur a plu, c'est ce dont vient de parler Eva, et notamment se dire, en fait, comment est-ce qu'avec une somme qui est relativement modeste, 30 000 euros, on peut aider de manière importante une association qui a on en parlait avant, c'est un budget de 300-400 000 euros par an. Donc, voilà, on peut avoir un impact et je pense que c'est ce que nos clients ont voulu montrer, quoi. David Laurin, pourquoi la rencontre en présentiel entre entreprises et associations est-elle importante selon vous ? Il faut des fois se rencontrer plutôt que d'aller sur un site internet, de se dire cette association, elle est intéressante, elle fait ça. Il faut avoir le contact avec. Oui, bien sûr. Et puis là, les 20 minutes qu'on a passées ensemble là avant le plateau étaient riches d'enseignements et de compréhension aussi de ce qu'on fait mutuellement et comment est-ce qu'on peut s'aider et aller ensemble vers un monde meilleur. D'ailleurs, de quelle manière l'entreprise mécène, ce que vous êtes, suit ensuite le travail de l'association dans laquelle elle décide d'investir ? Oui, alors ça, c'est des choses qu'on va mettre en place maintenant avec Nature et Évolution. Classiquement, il y a du reporting une fois ou deux fois par an. Et puis après, nous, sur des programmes précédents qu'on a financés, on a pu se déplacer, aller sur place, voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est aussi en interne pour les collaborateurs une source de fédération et de se dire en fait grâce au travail qu'on fait et grâce à l'argent qu'on génère, ça permet d'aller aider un projet et de façon très concrète et de rencontrer ces personnes et de nous dire voilà qu'est-ce que ça a eu comme impact, quoi. Comment arrivez-vous à convaincre les entreprises ? Comment vous nous parliez tout à l'heure du pitch. Est-ce que c'est simple ? On en parlait tout à l'heure également avec Isabelle Suzzini. Comment on arrive à convaincre déjà une entreprise, par exemple, de donner 1% de son chiffre d'affaires à des associations ? Comment on arrive à convaincre une entreprise qu'il faut investir dans cette association, que ça peut être intéressant ? Alors, effectivement, il y a les deux étapes. Il y a le fait de convaincre une entreprise que ça serait bien qu'elle veuille bien donner 1% de son chiffre d'affaires à des associations, sans forcément parler de nous, mais ça c'est le travail de 1% for the Planet. Voilà, exactement. C'est aussi notre travail. C'est-à-dire que quand on rencontre des gens, parfois, c'est plus facile, plutôt que de leur demander de faire un don à l'association, c'est plus facile de les faire intégrer le club 1% pour la planète, parce que c'est aussi une sorte de label, une sorte de marque. C'est assez simple, on comprend qu'il y a 1% du chiffre d'affaires. C'est quand même pas rien, hein. C'est pas du bénéfice, c'est du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, qui est plus effectivement notre rôle, c'est d'essayer de les convaincre de nous donner à nous. Alors ça, je ne saurais pas dire s'il y a une méthode, hein. En l'occurrence, il y a aussi un peu de chance, je pense. Il y a aussi un peu de l'expérience, parce que nous, ça fait maintenant 12 ans qu'on travaille, par exemple, sur le Macaï. Ça fait presque peut-être la 5e fois que je participe personnellement aux Rencontres pour la planète et que je pitch différents projets. J'ai pas toujours été en réussite. Cette année, c'était plutôt une réussite pour nous. Mais je dirais pas qu'il y a une recette. Je pense que l'expérience joue beaucoup. C'est-à-dire que quand les mécènes nous voient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, ils finissent par se dire ceux-là, ils tiennent, ils s'acharnent un peu. Ils ont des projets qui sont de plus en plus sérieux, de plus en plus posés.
Voilà, nous on a fait, c'est clair, un gros travail, notamment en 2020, sur la structuration de nos projets, pour que le message soit bien clair. C'est de la rédaction, hein, c'est tout à fait ça, c'est presque de la com, mais l'idée c'était que pour les mécènes, ce soit très clair ce qu'on fait, le travail qu'on essaye de faire. Et c'est pas évident, parce que, encore une fois, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de protéger un territoire. On n'est pas sur une thématique, par exemple, on ne fait pas que du reboisement ou que de la sensibilisation environnementale, etc. Ce qui est souvent le choix des associations, c'est de cibler une thématique, une action. Nous, on est plus sur un territoire sur lequel on essaye d'avoir d'être le plus exhaustif possible, je dirais. Donc, c'est une démarche holistique où on touche aussi bien au social, à l'économique qu'à l'environnemental. Et ça, c'est pas forcément facile à expliquer. Donc, ça nous prend forcément un petit peu plus de temps. Mais c'est une démarche qui est formatrice, je dirais. Alors déjà, on est évidemment très content quand ça marche et quand des mécènes comme Recyclivre nous soutiennent. Mais au-delà de ça, le pitch est structurant en lui-même. C'est-à-dire le fait de travailler à exprimer un projet, à le défendre pendant 8-10 minutes, c'est super utile pour la suite, pour d'autres démarches, d'autres rencontres futures, etc. Donc, ça aide. David Laurin, pourquoi l'entreprise, selon vous, a-t-elle peut-être plus qu'une autre organisation un rôle à jouer dans la protection de l'environnement? On en parlait tout à l'heure avec Isabelle Suzinier également. Une entreprise, aujourd'hui, il faut qu'elle soit engagée. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est qu'il y a des crises de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes. Et je suis persuadé, et ça a été prouvé par beaucoup d'études, que les entreprises qui ont une vision et qui ont une mission autre que uniquement la génération de bénéfices vont traverser plus facilement ces crises, seront beaucoup plus résilientes. Donc moi, aujourd'hui, je pense que c'est un impératif pour n'importe quelle entreprise de mettre la protection de la planète, la solidarité au cœur de la création de richesse, parce que c'est comme ça qu'elles seront encore là demain et dans 10 ans et dans 20 ans et dans 50 ans. C'est comme ça qu'elles seront plus résilientes. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir mis en lumière ce beau mouvement des rencontres pour la planète. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.